Bonsoir à toutes et à tous. Merci aux personnes qui sont avec nous dans le studio ce soir et qui auront le plaisir de poser des questions tout à l'heure à notre invité. Donc notre invité, c'est Denis Braille, que nous recevons en Police pour la vérité pour la troisième fois, cette fois sur une conférence interactive. Merci beaucoup à toi, Denis, d'être encore avec nous. Donc Denis va se présenter. Simplement, j'aimerais souligner dès le départ que Denis est un pompier de Paris d'abord, puis ensuite pompier professionnel, qui a une première partie de carrière brillante, qui a représenté le métier de pompier quasiment dans le monde entier à travers les différentes activités sportives ou spécialités qu'il a suivies. Et tout d'un coup, cet homme qui est en haut de la grille d'évaluation professionnelle, tout d'un coup, cet homme va passer largement en dessous de la moyenne. Et il va nous expliquer ce soir comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé et les conséquences que ces mauvais traitements ont eu sur sa vie professionnelle, personnelle, sur son état de physique. Donc Denis, je te passe la parole et à toi de te présenter dans un premier temps et de raconter ton histoire qui est à peine croyable. Merci beaucoup à toi. D'accord, bonsoir à toutes et à tous, bonsoir à Cathy, bonsoir à toute l'équipe de Police pour la vérité, de me redonner à nouveau la parole, parce qu'il faut être courageux pour aborder des sujets que je dénonce depuis très longtemps. Je m'appelle Denis Braille, j'ai 57 ans, je suis à Besançon. J'étais pompier professionnel et après de nombreuses démarches qui étaient très litigieuses, la direction du service départemental d'incendie de secours du Doubs et l'administration qui ne veulent pas entendre les souffrances et surtout les, les faits que je dénonce depuis de nombreuses années concernant le harcèlement au travail, concernant des drames humains qui sont irréversibles, concernant des suicides chez les pompiers et aussi dans les uniformes, chez les uniformes. Aujourd'hui, je continue à dénoncer donc cet acharnement juridico-administratif, le harcèlement au travail, les suicides, la corruption généralisée, parce que de nombreuses institutions sont impliquées dans ma situation et ne font rien. Et je voulais aussi dénoncer le mutisme des élus du pouvoir public qui sont au courant de ma situation et qui ne font rien par rapport à de nombreuses démarches qui ont été mises en place devant les juridictions, devant le tribunal administratif de Besançon, devant la cour d'appel de Nancy et devant le Conseil d'État. Donc aujourd'hui, je me retrouve dans une exclusion totale à cause de l'acharnement de l'administration, à cause de l'acharnement de la direction départementale du SDIS 25. Alors, je voulais quand même souligner et surtout remercier aussi mes proches, mes amis, mes soutiens pour l'aide, pour tout ce qu'ils font pour moi, parce que sans eux, aujourd'hui, je ne pourrais pas continuer à essayer de me défendre, à essayer de me battre pour dénoncer ces méthodes qui sont juste inadmissibles, ils sont assassines, c'est des méthodes perverses. Et je voulais aussi remercier toute l'équipe de Police pour la vérité d'avoir eu le courage de me donner la parole une première fois le 21 août, puis après début septembre, là, il y a quelques jours. Et après 37 ans de pompier professionnel, aujourd'hui, la direction du SDIS 25 s'acharne à vouloir me placer en disponibilité d'office, c'est-à-dire sans salaire et sans droit à la retraite, me réclame des sommes qui sont considérables, avec plus de 39 000 euros concernant des salaires de 2019 et de 2020. Et aujourd'hui, si je suis dans cette situation, c'est parce que je continue à dénoncer du harcèlement au travail, des méthodes qui sont inacceptables et surtout des suicides dans la profession. Voilà, alors je voulais revenir un petit peu sur mon parcours. Évidemment, j'ai commencé ma carrière en 1987. J'ai été incorporé, engagé à la Brigade des pompiers de Paris, comme tu as pu le rappeler, Cathy. Et
j'ai été muté à ma demande à Besançon en 1996. Alors là, j'ai passé énormément de formations. Je suis devenu formateur et instructeur de conduite. Et par rapport à ça, j'avais un parcours qui était tout à fait normal. Alors, on a un petit problème technique avec Denis. Denis, est-ce que tu nous entends? Vous pouvez nous excuser. Ah, voilà, très Des bien. petits problèmes de connexion. Donc, voilà, j'ai passé de nombreuses formations et en 2001, j'ai réussi le concours de sergent, de sous-officier de pompiers professionnels. Et j'ai été nommé tout de suite au grade de sergent et je suis devenu chef d'agrès. Ceux qui sont dans la corporation pourront le savoir. Ça donne des responsabilités, des fonctions de responsable sur intervention. Tout se passait très bien jusqu'en 2007 où ma note administrative était de 15,6 sur 20. J'étais estimé de mes supérieurs hiérarchiques directs, de la direction. J'étais reconnu en tant que plongeur et en tant que formateur. Et puis, il s'en est suivi une restructuration, tout ce qui est de plus banal par rapport à la direction départementale du SDIS 25. Il y a eu un changement de chef de service, il y a eu des mutations de partout. Et la direction de l'époque, en 2008, c'était Ben Kemoun, Gézer, Cellier, et le chef de service, c'était au nord. Je les cite parce qu'on va retrouver ces gens-là un peu plus tard. Et suite à l'arrivée du nouveau chef de service à Besançon, eh ben, ma note administrative, elle a été complètement détruite. Elle a été juste divisée par un peu plus de 2 fois. Donc, je suis passé de 15,6 à 6,8. Donc là, à partir de là, j'ai contesté cette note. Je n'ai pas obtenu les motifs de cette réduction de notes. Et à partir de là, ça a commencé le bras de fer contre la direction du SDIS 25, contre l'administration, contre le conseil départemental du Doubs, puisque c'est notre entité de tutelle. Et puis, à partir de 2009, la direction donc, du SDIS 25 a engagé une procédure de révocation pour, semble-t-il, des critères qui étaient complètement plus que fallacieux, puisque Gézer, Ben Kemoun, Cellier et Honor m'accusaient de porter atteinte à l'image des sapeurs-pompiers et de tout le corps départemental du Doubs. Rien que ça. Donc, par rapport à ça, j'ai contesté. Je suis allé au conseil de discipline en juin 2009. Et là, le juge qui a présidé le conseil de discipline a désavoué le SDIS. C'était la première fois que le SDIS 25 était désavoué de la sorte. Bien sûr, la vexation de l'administration et de la direction était sans égale. Et à partir de là, ils n'ont pas accepté de respecter l'avis du président du conseil de discipline et m'ont infligé une sanction de 4 mois d'exclusion de service que j'ai contesté devant le tribunal administratif. Je n'ai pas obtenu gain de cause par rapport à ça. Et après, en 2010, il a continué. Pendant ce temps-là, le schéma est toujours pervers, comme j'ai pu vous l'indiquer dans les autres vidéos que j'ai fait précédemment. Le schéma est toujours le même, c'est-à-dire que quand on veut assassiner quelqu'un, quand on veut détruire un agent, que ce soit une femme, un homme, que ce soit un personnel professionnel, volontaire ou administratif, eh ben, on le met à l'écart, on lui retire ses primes, on lui enlève ses responsabilités, on le mute d'office, et voilà, ça commence, l'enfer commence contre l'administration. Et donc en 2010, eh ben, je suis placé d'abord en demi-traitement, puis en disponibilité d'office. Et en 2011, alors que j'étais en arrêt de travail, la direction du SDIS 25 et le conseil d'administration
engage un huissier qui se rend chez moi pour me notifier un acte de radiation des cadres alors que j'étais sous le coup d'arrêt de travail. Donc j'ai attaqué cette procédure, mais évidemment, comme à chaque fois, si vous n'êtes pas content des décisions prises par l'administration et par la direction, il faut saisir le tribunal administratif. C'est anormalement long, c'est très très coûteux, et c'est pour ça que j'ai été maintenu en disponibilité d'office, d'abord en demi-traitement en 2010. Pour arriver en 2011, où là j'ai eu encore la visite du même huissier qui là m'a notifié un nouvel acte de radiation, cette fois-ci pour abandon de poste. Et là, j'ai dû saisir en urgence le tribunal administratif de Besançon, qui m'a donné raison le 5 mai 2011, qui a condamné la direction du SDIS 25, qui a condamné l'administration à me réintégrer sous 8 jours. Et c'est là où je dénonce la corruption et l'impunité dont jouissent vraiment beaucoup d'élus et d'institutions, parce que la direction du SDIS 25 et l'administration n'ont jamais respecté le jugement du 5 mai 2011, puisque c'était prévu et ils étaient condamnés à me réintégrer sous 8 jours à un poste qui correspondait à mes spécialités, à mes responsabilités, et ça a mis plus de 5 ans. Et il a fallu l'intervention du préfet de l'époque, M. Barthold, pour que, enfin, le 6 mars 2016, je sois réintégré à un poste qui correspondait à mes compétences, c'est-à-dire à un poste de pompier dans une caserne. Mais là, la vexation de la nouvelle direction départementale du SDIS 25, composée de Baudou, Potier, de Madame Piller, qui est médecin-chef, et de la présidente du conseil d'administration, Madame Bouquin, qui est aussi présidente du conseil départemental du Doubs, était sans égal, parce qu'ils m'ont fait venir un enfer. J'ai dû repasser toutes mes formations alors que j'avais 29 ans de service. Donc là, encore une fois, quand vous saisissez les juridictions et puis que vous obtenez gain de cause, l'administration ne respecte pas les jugements ou fait pourrir volontairement la... très insidieuse et très perverse, parce que, comme j'ai pu l'annoncer dans le dernier live, le 16 décembre 2010, M. Alain Huguenin, qui était pompier professionnel à Villers-le-Lac, dans OSDIS 25, a été muté d'office, a été humilié, on lui a supprimé ses primes, on lui a supprimé ses spécialités, ses responsabilités, et il en a été poussé à démissionner, et il est décédé d'un accident de voiture, officiellement d'un accident de voiture, le 16 décembre 2010. Et là, j'ai la possibilité, bien sûr, de produire, et je l'ai fait à plusieurs reprises au niveau des juridictions, des notes confidentielles de Gezer Abenkemoun, donc le directeur du chef d'état-major et du directeur, qui dit j'ai des comptes rendus qui dit que M. Alain Huguenin a fait de l'insubordination, met le chef de centre dans des conditions inacceptables. Et pour le pousser à la démission. Voilà ce qui s'est passé en 2010. Et la direction du SDIS 25, couverte par l'administration, par le conseil d'administration, par les élus, parce que tout le monde se couvre, tout le monde se bat. Et c'est ça que je dénonce aujourd'hui. Donc voilà, j'en suis avec un drame humain d'un de mes copains, Alain Huguenin, qui est décédé. Et je continue à faire tant bien que mal ce que l'on me demande de faire. On fait refaire toutes mes formations en 2016. Et là, à partir de là, le harcèlement au travail, il est encore plus pervers, il est encore plus insidieux, puisque
On m'explose de travail. Je fais 2 fois et demi le nombre d'interventions que mes collègues du même grade et de même fonction. Et je me blesse en 2016. Je continue à travailler. Par contre, mes blessures s'aggravent et en 2018, je suis blessé plus gravement au genou et au tendon d'Achille. Et là, je suis contraint de m'arrêter parce que je ne peux plus enfiler mes bottes, parce que je ne peux plus courir, je ne peux plus marcher. Là, après de nombreuses expertises, la direction du SDIS 25, donc Baudou, Potier, Madame Piller, sont contraints de reconnaître en accident de travail les blessures que j'ai déclarées au travail et non pas ailleurs. Et à partir de là, j'ai été mis en accident de travail. Malgré ces certificats, malgré ces expertises, à la fin de l'année 2018, je suis convoqué par le directeur adjoint, donc Potier, qui me notifie avec vraiment un entretien, ça n'était pas un, parce que c'était un monologue qui a duré à peine 2 minutes. Il me notifie un engagement d'une deuxième procédure de révocation parce qu'il estime que je n'ai pas déféré aux convocations de certaines
mais c'est surtout, je voudrais m'adresser aux proches de toutes les victimes de harcèlement, les victimes de ces méthodes perverses, que ça soit la famille et les proches d'Alain Guenin, de Cyril Minard, de Lauriana Maglio et de tant d'autres dont on ne parle pas, parce que tous ces dossiers, moi j'étais référent national d'un collectif contre le harcèlement, et j'ai eu de très très nombreux dossiers, et la liste est vraiment non exhaustive, parce que de nombreux personnels des SDIS et des administrations se suicident ou sont poussés à la démission, sont poussés au suicide, parce que des fois, heureusement, ça n'arrive pas, mais faut que ça s'arrête, et il faut que les pouvoirs publics prennent en compte, parce que combien faudra-t-il de drames humains, combien faudra-t-il de suicides pour que les élus, pour que les pouvoirs publics prennent en compte vraiment la souffrance des femmes et d'hommes qui sont au service de la nation, au service du pays. Et moi, en 2023, l'année dernière, j'ai ressaisi le tribunal administratif. J'ai ré, ré, réengagé des procédures que le tribunal administratif de Besançon voulait classer. Et suite à ça, j'ai obtenu le 4 juillet 2023 une nouvelle condamnation du service départemental d'incendie de secours, de la direction, de l'administration du Doubs, qui condamnait le SDIS donc à annuler le refus de reconnaissance en accident de travail de tous mes arrêts de travail depuis mes certificats depuis 2018, qui annulait le titre de recette de 20 000 euros qui avait été émis en décembre 2020, et surtout condamner l'administration et la direction du SDIS à refaire une expertise, à refaire une procédure de reconnaissance en imputabilité, et reprendre une nouvelle décision dans un délai de 3 mois. Ça, c'était le 4 juillet 2023. Aujourd'hui, plus de 14 mois après, la décision n'est toujours pas appliquée, parce que le service départemental, la direction du SDIS 25, M. Baudou, M. Potier, Mme Piller et Mme Bouquin, qui est présidente du conseil d'administration, n'ont pas trouvé le moyen que de prendre une décision contre moi le 20 octobre 2023, donc hors délai, en dehors des injonctions du tribunal administratif. Donc cette décision, elle est complètement illégale, elle est abusive, elle est arbitraire, et ordre a été donné au préfet du Doubs, c'est M. Bastille qui est arrivé dernièrement, qui a ordre de faire exécuter cette décision. Seulement aujourd'hui, après plusieurs relances et plusieurs lettres commandées auprès du préfet, celui-ci ne me répond pas et refuse de faire appliquer la décision qui a été rendue par le tribunal administratif de Besançon le 4 juillet. Pour des abus de pouvoir, pour des dénis de justice, pour des parodies, parce que tout ça je le dénonce aussi. Bien le tribunal administratif que le tribunal judiciaire de Besançon ne veulent plus me voir, ne veulent plus m'entendre, parce que je dénonce des choses que l'administration et que les juridictions ne veulent pas entendre. Et je dénonce des choses qui sont factuelles, preuves à l'appui. Et par rapport à ça, puisque le tribunal administratif a rejeté systématiquement mes recours depuis 2024, je vous le rappelle, eh ben, poser des plaintes pénales avec constitution de partie civile contre le directeur adjoint, contre le médecin-chef, contre le préfet, contre tous ceux qui sont en charge de gérer mon dossier et qui ne le font pas, que ceux qui sont en charge de faire respecter les lois, les textes et les jurisprudences. Et j'ai déposé des plaintes pénales avec constitution de partie civile, et le tribunal judiciaire de Besançon a émis des ordonnances, c'est-à-dire des jugements, contre moi, en disant que je devais verser deux consignations de 5 000 euros, faute de quoi mes plaintes pénales seraient classées sans suite et seraient mises au panier. Voilà la corruption, voilà ce qui se passe actuellement.
Et donc, j'ai été contraint de saisir la Cour de cassation. Et si le tribunal judiciaire de Besançon, si le parquet, si l'administration ou si le tribunal administratif de Besançon s'acharne à vouloir continuer à me placer à me maintenir en disponibilité d'office sans salaire et sans droit à la retraite depuis plus de 4 ans, à ne pas respecter mes droits et à ne pas faire en sorte que mon dossier soit réglé, parce que ça peut être réglé en 24 heures. Ils savent le faire, puisque je rappelle que en mars 2020, ils l'ont fait en 24 heures, juste la veille de l'audience du tribunal administratif. Donc c'est possible. Donc si tous les gens qui sont responsables, qui sont en poste à responsabilité, si les pouvoirs publics, si le ministère, si la direction générale de la sécurité civile, si la Fédération nationale des sapeurs-pompiers et l'Élysée veut se donner la peine d'instruire mon dossier et regarder ce qu'il y a dedans, ça sera bien. Par contre, les décisions, il faut qu'elles arrivent rapidement, il faut qu'elles arrivent de façon imminente, en urgence, parce que sinon, je vais être obligé de saisir la Cour européenne des droits de l'homme, et ça, je vais le faire, et je vais encore ressaisir d'autres instances, parce que les préjudices qui sont maintenant, qui sont exponentiels, qui sont juste c'est insurmontable. Là, le tribunal judiciaire qui me condamne à verser 10 000 euros de consignation alors que je suis dans une situation de disponibilité d'office, le magistrat a obligation de regarder la santé financière et la situation du justiciable. Ça n'a pas été le cas. À savoir aussi que l'article 85-88 du Code de procédure pénale prévoit que je peux avoir une exonération de consignation dans ces cas-là. Et en plus de ça, il y a le tribunal judiciaire fait tout pour laisser pourrir la situation, parce que toutes mes demandes d'aide juridictionnelle et mes demandes d'avocat, de même commis d'office, ne sont pas instruites. Elles reçoivent aucune réponse. Et c'est là que je dénonce la corruption, l'impunité et toutes ces méthodes qui sont perverses et qui entraînent l'incitation au suicide, la dégradation de mon état de santé, et par rapport à la situation qui est devenue insupportable. Maintenant, si les décisions ne sont pas prises immédiatement, je continuerai à me battre au, grâce au concours des réseaux, grâce au partage que tout le monde pourra faire, et grâce au soutien, aux aides que je reçois de partout. Et sachez que tous les messages que je reçois, je réponds systématiquement, et j'essaye d'être le plus possible un peu partout, tout le temps, pour que ces drames s'arrêtent et que cette situation se trouve une issue de façon très urgente. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui. Voilà ce que je vis, voilà ce que je dénonce depuis plus de 15 ans. Donc, les tribunaux rendent des décisions, rendent des jugements que l'administration, que la direction du SDIS 25 ne respecte pas. Je dénonce l'impunité et la corruption de certains services, encore une fois, pas une généralité, mais de certains services, de certaines juridictions. L'impunité aussi, et puis l'absence de déontologie des médecins, aussi bien médecins de prévention, médecins du travail, médecins qui sont censés instruire les dossiers d'imputabilité dans les commissions de réforme. Parce que je rappelle aussi que la multiplication des expertises contre un agent, c'est du harcèlement au travail. C'est de l'acharnement, et c'est pas autre chose. À savoir aussi que le SDIS 25 en 2019 avait mandaté un expert pour une contre-visite médicale. Une contre-visite médicale, le but, c'est de voir si les arrêts de travail de l'agent ne sont pas de complaisance. Et l'expert qui a été mandaté par le SDIS a été très clair, il a été de façon très très explicite, il a dit que les arrêts de travail depuis 2018 étaient justifiés, étaient en lien avec le travail, que des prolongations seraient à prévoir tant que la situation administrative ne serait pas réglée.
c'était le 21 mai 2019. Aujourd'hui, 17 septembre 2024, la situation n'est toujours pas réglée, la situation administrative est toujours bloquée à cause de l'acharnement de la direction du SDIS, à cause des méthodes qui sont perverses, qui sont assassines et qui entraînent des drames humains. Voilà, je vous remercie de l'écoute, de ce que vous pourrez faire, de vous pourrez partager. Je reste à votre disposition pour toutes les questions qui me seront posées via le live. Et vous pouvez me trouver sur tous les réseaux. Vous pouvez aussi partager la première et la deuxième vidéo que vous allez trouver sur le site de Police pour la vérité. Et vous allez me trouver partout. Et là, c'est important que ces dossiers trouvent une issue et qu'on leur donne le respect et l'honneur des victimes de harcèlement et de ces méthodes inacceptables. Merci beaucoup, Denis, pour cet exposé. C'est la troisième fois que je t'entends et à chaque fois, ça me donne vraiment les frissons parce que c'est impensable ce que tu vis, c'est impensable ce que certains vivent. Alors, le harcèlement au travail, c'est une chose, mais là, c'est plus que du harcèlement, c'est une espèce de machination, effectivement, pour que tes droits ne soient pas respectés, comme ils l'ont été pour Alain, comme ils l'ont été pour Cyril, comme ils l'ont été pour la petite Lauriane. Comment c'est possible? Moi, c'est la question parce que tu le sais, j'ai fait partie de la grande famille des pompiers. Hein. Mon mari était pompier de Paris, mon frère était pompier de Paris, nos amis étaient pompiers de Paris, les parrains et marraines de nos enfants. Donc, c'est vraiment une famille que je connais. Alors, c'est vrai que pompier de Paris, c'est l'armée, c'est différent, mais il y a quand même d'abord beaucoup de pompiers de Paris comme toi qui, après leur carrière, poursuivent dans les SDIS en province et dans toute la France. Moi, je me dis, mais comment c'est possible que dans une institution comme ça, où les gens sont des frères et des sœurs, moi je suis désolée, quand tu vas sur une intervention où tu mets ta vie en danger, ton collègue, ta collègue, elle te protège, tu la protèges, voilà, il y a quelque chose, c'est fraternel. Comment c'est possible que vous puissiez être traité comme ça, qu'il n'y ait pas une levée de bouclier de vos collègues, mais de partout, ça se passe au SDIS 25, ben, tous les SDIS de France tous les collègues devraient se mobiliser. Comment c'est possible que les syndicats laissent faire des choses comme ça? Moi, c'est un truc, je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Alors, il y a une chose à savoir, c'est que la pression et la répression hiérarchique est omniprésente. C'est-à-dire que en 2011, quand moi j'ai été licencié, ça je vous en ai parlé dans les précédents lives, quand j'ai été licencié, j'ai été contraint de déposer une tente devant la caserne des pompiers de Besançon et j'ai fait 18 jours de grève de la faim pour obtenir un recours en référé au tribunal administratif de Besançon. Et là en 2011, mes collègues, ils me soutenaient. Ils sont venus essayer de m'aider. Ils ont essayé. Seulement, la direction de l'époque de 2011, c'était Ben Kemoun, Cellier, Gézer, le chef de service, c'était Honor. Et bien là, il y avait une répression telle qu'il y a de mes collègues qui ont eu des stages supprimés, qui ont eu un blocage d'avancement, qui ont eu des méthodes comme ça, en disant, si vous êtes avec lui, vous êtes contre nous. Donc, voilà ce qui s'est passé. Donc, je comprends que certains agents n'ont pas voulu continuer à me soutenir, n'ont pas pu le faire. Et soit il faut penser que la répression hiérarchique, elle est juste inadmissible, parce que, évidemment, je sers de double exemple. Ça, je vous l'avais déjà dit précédemment. Je sers de double exemple, c'est-à-dire que, regardez ce qu'on fait à Denis Braille. Si vous voulez la même chose, on peut vous le faire. Et je sers de double exemple parce que si aujourd'hui j'obtiens gain de cause par rapport à mes démarches juridiques, par rapport à mes démarches administratives et contentieuses, et bien derrière, ça fait jurisprudence. Donc là, ça,
la direction actuelle du SDIS 25 et de d'autres SDIS ailleurs ne veulent pas l'entendre. Ils ne veulent surtout pas que ça fasse ça fasse une jurisprudence. Et mais là, justement, il y a des jurisprudences, mais ils ne les appliquent pas. Il y a des jugements du tribunal administratif, ils ne les appliquent pas. L'administration, le conseil d'administration, la direction du SDIS, la médecine du travail, tous ces gens-là se protègent, se couvrent d'eux-mêmes parce qu'il y a des scandales, il y a des choses qui arrivent, il y a des drames humains, il y a des suicides qui se font. Et d'ailleurs, j'ai pu vous montrer la liste qui est excessivement longue, à savoir que selon les chiffres du ministère, en 2021, c'est un suicide dans les uniformes tous les 5 jours. C'est un suicide tous les 5 jours. Qu'est-ce qu'il faut attendre? Qu'est-ce qu'il faut faire pour interpeller, pour éveiller les consciences de nos politiques, de nos élus, de nos pouvoirs publics pour que ça s'arrête? C'est juste inadmissible. C'est juste inhumain de faire ça parce qu'on fait subir, parce qu'il y a la victime par elle-même, mais il y a les victimes collatérales, je dirais, les proches, la famille, les amis. Tous ces gens-là, ils subissent ça. Et ça, je le vois bien par rapport à mon exemple. Je ne veux pas prendre l'exemple d'autres personnes, l'exemple qui est mien. Mes proches, eux, ils subissent ça. Ils n'ont rien demandé. Ils n'ont pas demandé à ce que la direction du SDIS 25 s'acharne contre eux. Mais par contre, les dommages sont irréversibles, sont juste exponentiels. Comme je l'ai dit, mon état de santé n'est pas bon. Et c'est de l'incitation au suicide. À savoir qu'en 2012, c'était l'ancienne direction. J'étais en disponibilité d'office. J'avais plus rien, j'avais plus aucun droit. J'étais en licenciement, j'étais en procédure de révocation. Et là, moi aussi, j'ai attenté à mes jours parce que j'en avais assez, j'en avais marre. Parce que ils sont tellement pervers, ils sont tellement insidieux. Ils laissent pourrir la situation, ils poussent les agents dans les retranchements pour justement les inciter à passer à l'acte, comme ça a pu être le cas pour Cyril, comme ça a pu être le cas pour Lauriane, comme ça a pu être le cas pour d'autres. Et derrière, eh ben cette incitation au suicide, c'est pareil, c'est du pénal. Et c'est pour ça aussi que j'ai déposé des plaintes pénales. Et c'est aussi pour ça que j'irai au bout, parce qu'aujourd'hui, j'ai plus rien, j'ai plus aucun droit, plus aucun droit à la retraite, j'ai plus aucun droit social, je suis exclu de partout, j'ai plus rien, j'ai perdu ma maison, j'ai perdu mon appartement, j'ai plus rien. Mais à savoir que ce que je sais et les valeurs qui sont en moi et qui sont bien ancrées, ça, vous ne pourrez pas me les enlever. Je dis vous parce que je m'adresse à ceux qui me veulent autant de bien, parce que je ne m'adresse pas à ceux qui me soutiennent. Mais ça, les valeurs que je pense posséder et qui sont bien ancrées au fond de moi, vous ne me les enlèverez pas. Et si la volonté de la direction du SDIS 25 actuelle et du conseil d'administration et des juridictions, c'est que soit que je démissionne, soit que j'aille rejoindre plus rapidement que prévu mes deux copains. Les deux solutions-là, n'y pensez pas, c'est pas la peine. J'irai au bout. Il ne tient qu'à tous ces gens-là que la situation s'arrête, que mes accidents de travail qui avaient été reconnus initialement soient validés comme de tels, que la fiche de paye de novembre 2020 soit annulée, qu'on sera réactualisée, que le titre de recette soit effectivement annulé et qu'il y ait une décharge de la somme de 20 300 €, que mon projet de fin de carrière qui a été validé par le SDIS en août 2020 soit réellement mis en place, parce que ça aussi c'est pareil, parce que je pourrais être aujourd'hui tranquille. Et je l'ai annoncé, je l'ai écrit d'ailleurs. Je l'ai écrit à Madame Bouquin, présidente du conseil d'administration du SDIS 25, au directeur, au préfet. Je me suis engagé, c'est-à-dire que si ma situation, elle trouve une issue qui est légale et acceptable et humaine, dans les 24 heures, c'est fini, vous entendez plus parler de moi.
Seulement, l'acharnement du SDIS 25, il est exponentiel. Il ne s'arrêtera pas tant que les juges, la justice ne les fera pas condamner. Et là, c'est les plaintes pénales et ça va aller au bout. Rassurez-vous, je suis déterminé, vous le savez. Pour ceux qui me connaissent, vous savez que j'irai au bout et j'irai, quelles que soient les consignations de 5 000 ou de 10 000 euros, c'est pas un problème. J'irai au bout et je vais saisir la Cour européenne des droits de l'homme pour faire valoir mes droits et surtout pour le respect et le devoir de mémoire pour tous ceux qui ne peuvent plus parler et qui ne peuvent plus se défendre. Merci à toi, Denis, parce que non seulement tu es digne pour toi, mais tu es digne pour les autres et tu te bats pour l'ensemble, en fait. Hein. C'est un gros sacrifice que tu fais, mais je crois que c'est un devoir. C'est un devoir que tu t'es donné parce que tu as été maltraité, tu es maltraité et c'est insupportable. Tu ne veux pas te soumettre et c'est admirable. C'est admirable par tout ce que ça te coûte. C'est admirable aussi pour tes proches que tu as cités, parce que ça leur coûte aussi énormément, mais il y a tant d'amour qu'ils te donnent en te soutenant dans ce combat. Tu es dans le droit, tu es dans le juste. Et j'espère vraiment de tout mon cœur que cette interview va être vue, partagée, diffusée. Il faut que les gens te rejoignent, te soutiennent. Tu l'as dit, tu es sur de nombreux réseaux sociaux. Il faut que les gens continuent à te soutenir. Il y a le lien pour ta cagnotte en ligne. Il faut vraiment, pour ceux qui le peuvent, t'aider financièrement aussi, parce que ces consignations, tu l'as dit, elles sont totalement injustes. C'est un déni de justice. Et là, c'est moi, l'ancienne enquêtrice, la procédurière, je le dis, c'est un déni de justice. C'est indigne d'une vraie justice. Tu ne le mérites pas. Personne ne mérite ça. On ne peut pas demander à quelqu'un qui n'a plus aucun revenu de telles consignations pour rester en justice. D'autant plus que la consignation, c'est aussi le fait de s'assurer que la personne ira au bout de la procédure. Ça fait combien de temps que tu te bats là? Depuis 2007. Donc, c'est pas aujourd'hui que tu vas renoncer. Donc, cette consignation, elle n'a pas de sens. Elle n'a aucun sens moral. Elle n'a aucun sens de la justice. C'est complètement immonde. Voilà. Vraiment, j'espère que les gens qui vont nous regarder là, qui t'ont écouté, vont se mobiliser, oui, de partout en France. Mais les collègues, là, mais je vous en prie, levez-vous, même si c'est anonyme, mais aidez Denis, parce que ce qu'il fait aujourd'hui pour lui et pour les collègues tombés, il le fait aussi pour vous, que demain, votre avenir, celui de vos enfants, celui des futurs pompiers, ne soit pas impacté de la façon dont sa carrière à lui a été impactée. Merci beaucoup, Denis. Je te propose, si tu veux bien, de passer la parole aux personnes qui sont avec nous dans le studio. Je suis sûre qu'il y a, voilà, JB, le rebelle qui veut l'apprendre. Eh bien, active ton micro, JB, on t'écoute. Bonsoir Cathy, bonsoir Denis. Et moi, je voulais. C'est pas une question que je vais poser parce que Denis, c'est quelqu'un que je connais depuis. On s'est rencontrés en 2022. Je vais un peu revenir sur ce que tu disais, Cathy, tout à l'heure. Tu as dit que tu étais étonné que les collègues de Denis, les syndicats, ne l'ont pas soutenu. Si on remonte 3 ans en arrière, 15 septembre 2021, les soignants suspendus, c'est pareil, ont eu aucun soutien, hein, que ce soit des collègues, des syndicats, tout ça. Donc, Denis l'a très bien expliqué, le pourquoi qu'il n'a pas eu justement ses collègues qui soient venus le soutenir. Bon, je vais pas, je vais pas polémiquer là-dessus. Chacun se regardera dans la glace, mais que le soutien n'a pas été apporté, je dirais,
au sein des casernes, mais que Denis n'ait pas eu de soutien en privé, c'est ça un peu qui m'étonne, parce que c'est vrai que être pompier, c'est faire partie d'une famille, enfin je pense. Et voilà, quand on a un collègue qui est dans la merde, et ben voilà, même si on est menacé de pas pouvoir faire quelque chose dans la caserne, en dehors de la caserne, je pense qu'il y a des choses qui auraient pu être apportées de la part de ses anciens collègues. Moi, Denis, c'est quelqu'un que, quand je l'ai rencontré, ça faisait 1 an que j'entendais parler de lui au niveau des soignants suspendus. Et quand je suis venu à Besançon, j'ai dit, il faut absolument que je le rencontre. Et je ne sais pas si tu t'en souviens, Denis, notre première rencontre, ça a été direct. Je t'ai fait un interview, puis il m'a dit, je ne sais pas ce que je vais dire. Et pendant une bonne demi-heure, 3/4 d'heure, il a expliqué son dossier. J'ai même pas pu lui poser la question. Il s'est exprimé comme il l'a fait tout à l'heure. Alors, moi aussi, je souhaite beaucoup de choses à Denis, notamment qu'on arrête cet acharnement. Et puis, comme tu le dis si bien, régler mon dossier et je rentre chez moi, je plie mes gaules et on n'entend plus parler de moi. Mais voilà, comme il le dit si bien, c'est que voilà, il ne veut pas reconnaître leur tort, ils font un exemple. Et à travers cet acharnement, Denis est quand même, c'est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui est combatif, courageux, téméraire. D'ailleurs, il nous l'a toujours montré. Donc voilà un petit peu ce que je voulais dire à propos de Denis. Et mais il sait tout le bien que je pense de lui. Euh, voilà, on est séparés de l'ouest à l'est, mais voilà, on est proches finalement. Oui. Alors, je vais répondre à JB. Oui, donc l'estime et le respect, il est réciproque parce que JB a fait partie justement des gens qui se sont investis, se sont impliqués concernant la situation des suspendus par rapport à la période que l'on a connue, qui était juste inadmissible aussi. Voilà, il y a des femmes, il y a des hommes qui ont été suspendus alors qu'ils étaient jardiniers dans une EHPAD. Dans un EHPAD, quelqu'un qui était à la cuisine du CHU de Besançon, elle s'en reconnaîtra, qui était dans des services qui n'avaient pas de lien direct avec les soignants. Et c'est là que justement on revient parce que je reviens au slogan que j'affectionne, c'est-à-dire que celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà tout perdu. Et ben j'en suis là et je pense que JB c'est pareil. Je sais que JB dans quelques jours il a une étape très importante par rapport au Conseil des prud'hommes à Nantes, par rapport à des choses qu'il a engagées pour faire reconnaître ses droits, et c'est légitime, et c'est tout à fait justifié de faire valoir ses droits. Par contre, que ça soit dans le privé, dans le public, parce qu'on a beaucoup parlé du public, mais le privé, c'est la même chose. C'est que quand il y a une direction corrompue, quand il y a des gens qui se croient au-dessus des lois, et ben voilà, on est face à des situations qui deviennent très vite dramatiques, qui sont problématiques. Et puis, après, chacun y va de son courage, de sa témérité, de ses connaissances. Parce que moi, je suis autodidacte et j'apprends tous les jours. Et par contre, euh, on ne peut pas en vouloir à quelqu'un qui essaye de vouloir se défendre et puis qu'après arrête parce que par manque de moyens financiers, par manque de temps, par force, par aussi en présence de problèmes médicaux, parce que les problèmes médicaux, ils ressurgissent forcément. Et puis là, j'ai une pensée pour tous les suspendus de Belfort-Montbéliard, de Trèves-Nord, de Lons, de Dijon, du CHU de Besançon, de ceux qui ont été
mais suspendus à la seconde près, qui n'ont même pas pu aller récupérer leurs affaires dans leur vestiaire. Enfin voilà, des pensées pour des gens comme ça. Tout ça parce que l'État français, parce que l'administration ne voulait pas reconnaître ses torts, même si aujourd'hui on sait que depuis le texte du 5 août, il y a des choses qui ont été remises en application, et puis qu'il y a des gens qui, il y a des femmes et des hommes qui attendent qui tentent des procédures disciplinaires, enfin des procédures juridiques, et qui saisissent les prud'hommes, comme a pu le faire JB, qui saisissent au tribunal administratif, comme ont pu le faire de nombreux agents des hôpitaux de France et de Navarre. Et il y a aussi des démarches à la Cour européenne des droits de l'homme. Mais évidemment, ça coûte énormément cher, ça coûte du temps, de l'énergie, de la santé. C'est exponentiel. Mais là aussi, j'aimerais aussi faire un appel aux avocats, parce que les avocats, j'en ai rencontré plusieurs, à savoir que beaucoup m'ont promis la lune, m'ont promis des tas de choses. La déontologie ferait que il y a possibilité d'instruire des dossiers. Tout le monde est d'accord pour dire que mon dossier, il est complet. Il y a des choses qui sont des fautes inexcusables. Et là, quand il s'agit d'attaquer l'administration, quand il s'agit d'attaquer l'État, il n'y a plus personne. Tout le monde se défile, tout le monde voilà, alors, je ne sais pas si j'ai bien resitué notre parcours avec JB, mais voilà, je me souviens très bien de quand il est venu à Besançon, de ce qu'on s'est dit, et, voilà, des situations différentes, mais on est animé par la même détermination, à savoir que on veut juste que nos droits soient respectés, et on veut que les lois et les textes qui sont en vigueur soient mis en place, et que les administrations ou les directions ne prennent pas ce qui les arrange quand ça l'arrange. Voilà. Alors, on va passer la parole à Isa. Si tu veux bien ouvrir ton micro, Isa. On ne t'entend pas. Isa, est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Alors, on a un problème avec Isa. Mais écoute, moi, je vais te poser une autre petite question pendant le temps qu'elle revienne. Ah, Isa, tu nous entends? Est-ce que tu peux ouvrir ton micro? Non. Bon. Moi, c'est par rapport aux structures qui sont censées défendre les salariés, tu vois. Les syndicats déjà, les comités d'hygiène et de sécurité. Qu'est-ce que j'ai noté encore? Bon, la médecine du travail, tu nous en as parlé. Voilà, qui n'a pas du tout été dans les clous. Il y a aussi les référents harcèlement aujourd'hui qui doivent être dans toutes les entreprises et les services publics. Donc, ceux-là aussi, qu'est-ce qu'ils font? Les syndicats en premier, là, qui quand même, normalement, sont censés défendre les travailleurs. Et puis, je crois que quand on a gagné, comme toi, plusieurs fois devant un tribunal administratif, qu'on a des preuves vraiment des mauvais comportements, des illégalités qu'on subit, comment les syndicats ne peuvent pas défendre les gens? Est-ce que tu as une réponse à ça? Et Alors, ne me dis pas qu'ils ont peur, eux aussi. alors je vais faire une réponse qui va forcément pas plaire à certaines personnes, parce que je rappelle quand même que Cyril Minard, il était représentant du personnel, il était syndiqué, il était impliqué syndicalement auprès d'un syndicat, et qu'aujourd'hui, alors je fais pas une généralité, mais On a perdu Denis. Décidément. Est-ce qu'on va retrouver Denis?
Je ne sais pas si vous Denis? m'entendez encore. Voilà. Ouais. Ah voilà, Denis, on te retrouve, vas-y. Voilà, je vous ai perdu. Donc, c'est surtout les motivations personnelles, parce que quand on fait passer ses ambitions personnelles avant la collectivité, avant le groupe, et bien là, on arrive vite à des choses qui sont... on arrive à des limites très très rapidement. À savoir que moi, j'étais syndiqué, j'étais pas représentant du personnel parce qu'il n'y avait pas de représentation du syndicat sur lequel j'étais. Et puis, à savoir qu'il n'y a pas d'amalgame parce que il faut pas. Il y a syndicat et syndicat. À savoir que là, je vais citer les camarades de CGT 1049 qui sont intervenus pour Lauriane, parce que grâce à leur détermination, grâce à le fait qu'ils ont fait des actions, ils ont fait des mouvements devant le conseil départemental, devant la préfecture, pour alerter, et puis en juin 2021, puisque ça ne bougeait pas, puisque rien ne se passait, à savoir que je rappelle que Lauriane s'est pendue le 20 avril 2016, et qu'en 2021, il n'y avait toujours aucune possibilité de trouver une solution, et que la justice n'avait pas encore parlé. Pareil aussi, grâce à la CGT 1049 d'Angers, et puis à un avocat qui a eu le courage de le faire, ils ont demandé la délocalisation du tribunal administratif d'Angers pour aller au tribunal administratif de Nantes. Grâce à ça, le dossier de Lauriane a pu ressurgir, et enfin, une juridiction a pris son courage, comme ça a pu être le cas à Grenoble. Et puis, donc là, ben, les syndicats, il y en a certains qui bougent, d'autres qui ne bougent pas. Et puis, quand on fait passer ses ambitions personnelles avant tout le reste, eh ben, ça ne marche pas. Voilà, moi je le dis carrément. Peut-être qu'il y a peut-être des gens qui vont réagir à ça, et bien heureux sera lieu, parce que j'étais syndiqué, et j'ai carrément été euh, viré du syndicat parce que je dénonçais des choses qui n'étaient pas propres. Parce que j'ai osé dire tout haut et tout fort le 25 février 2021, lors du rassemblement devant la préfecture de Grenoble, dire que le suicide de Cyril Minard, c'était juste inadmissible, et il était temps de faire quelque chose. Parce que la direction du SDIS 38 de l'époque, c'est-à-dire Ben Kemoun en tête, alors je ne vais pas faire une fixation sur lui, mais il est quand même bien cité souvent, et ben, ils ont fait donc une pseudo-enquête. Ils ont fait comme un moratoire, ils ont fait comme un... Enfin voilà, du coup, il ne s'est rien passé. Et sur l'action des syndicats du 38, il y a eu un entretien qui s'est fait à la préfecture de Grenoble le 25 février 2021. Et là, eh ben, justement, après 2 heures de réunion, c'est même pas le directeur qui s'est déplacé, c'est même pas le directeur adjoint, c'est pas le médecin-chef, c'est carrément un adjoint, un chef de service qui s'est déplacé. Et après 2 heures de réunion, ils sont ressortis en disant, eh ben, on n'a rien obtenu, on n'en sait pas plus, et il y a juste le SDIS 38 la direction a décidé de faire une réunion sur le dialogue social au sein du SDIS 38. C'est tout ce qu'ils ont obtenu. Et là, moi, j'étais dans un état d'esprit, j'étais fou, quoi. C'était impensable d'entendre ça. Un de mes copains venait de se suicider, et voilà qu'avaient obtenu les représentants du personnel. Et ça, c'est un manque de respect vis-à-vis des fonctions et puis des responsabilités des responsables enfin, des délégués du personnel. Et on a parlé des CHSCT, maintenant, ben, elles ont été supprimées parce qu'il y a eu la réforme des conseils médicaux, des commissions de réforme. Maintenant, il y a des possibilités qui sont faites. Et puis, ben, le CHSCT, il est donc le comité d'hygiène et sécurité, et par rapport aux conditions de travail, par rapport aux méthodes de harcèlement, par rapport au suicide, par rapport à tout ça, il doit être systématiquement convoqué, ça doit être mis en réunion, ça doit être saisi. Seulement là, maintenant, ça ne se fait pas. D'ailleurs, au CHU de Besançon, il y a eu 2 suicides et personne n'en parle.
et le CHSCT n'a même pas été saisi. Donc finalement, ou alors s'il est saisi, il est saisi que partiellement. Et en plus, lors de la réunion, on oblige les représentants du personnel à esquiver les questions qui dérangent et qui ne font pas partie de ce que la direction voudrait entendre. Donc c'est voilà. Donc c'est pour ça que les syndicats ne sont pas sont pas tous égaux. Et puis j'en reviens donc à Lauriane. Et il y a eu un relais pour la justice pour Lauriane en juin 2021. Il y a eu un relais donc course à pied et vélo qui a relié Angers à Grazac, 540 km en course à pied à travers le Massif central. Et suite à ça, grâce à des médias indépendants, grâce à certains reporters, certains journalistes, et cette histoire elle a ressurgi. Et il n'y a pas de hasard non plus. C'est que quelques semaines après, le tribunal administratif de Nantes condamnait le SDIS 49. Voilà. Et à savoir que le directeur adjoint du SDIS 49 de l'époque a été muté après ça comme directeur départemental du SDIS 88. Et là, j'ai une pensée pour mes collègues des Vosges, parce que là, il y a un des collègues justement qui était représentant du personnel, qui était secrétaire du syndicat CGT 88, SDIS 88. Il a été poussé à démissionner. Il est parti parce qu'il voulait sauver sa peau, parce qu'ils sont juste, c'est inhumain ce qu'ils font. Voilà. Et à savoir que dans le 88, il y a eu un suicide en 2023. Et là, après une pseudo-enquête, un audit qui était fait par la préfète des Vosges, et la préfète des Vosges renouvelle sa confiance auprès de la direction du SDIS 88. Voilà, on a tout dit, on est dans un déni de justice, on est dans des parodies de justice, et de la corruption, elle est telle que voilà pourquoi certaines personnes n'y vont pas, parce que s'interdisent d'y aller, parce qu'ils savent que la corruption est telle que c'est très très puissant. Ils ont le temps, l'argent, les avocats, et pendant ce temps-là, ils laissent pourrir les situations de femmes et d'hommes. Voilà. Oui, j'arrive à comprendre effectivement que certains préfèrent fermer la porte et changer complètement de vie plutôt que de vivre ce que toi tu vis. Mais ça veut dire qu'on renonce à notre humanité aussi quelque part, et on renonce à vivre dans un pays où il y a du droit, où il y a de la justice, et on n'est pas tous capables de renoncer à ça. Voilà. Il y a des personnes comme toi qui disent ben non, moi je continue, et c'est toujours au péril de ta vie. Hein. Tu l'as mis, ta vie, tu l'as mis entre les mains de ce métier, et tu la mets aujourd'hui entre les mains de ces actions que tu fais pour que ce métier reste admirable, quoi. Parce que là, c'est franchement, on en est loin de l'admirable. Hein. Oui, tout à fait, on en est loin, oui. Et puis, c'est sûr que moi, j'ai mis ma vie en danger pour sauver celle d'autres personnes que je ne connaissais pas, que je ne savais pas, mais ça m'a valu une décoration d'actes de courage et dévouement. Et à savoir que même à ce titre-là, toutes les belles médailles, ça vaut pas la vie de quelqu'un. Ça, faut juste respecter les gens quand ils sont là, quand ils sont présents, quand ils sont en actif, quand ils sont au travail. Il faut les respecter, il faut les protéger, il faut être. Et c'est là qu'il faut être solidaire, je dirais, par rapport à tout ça, parce que tout est fait pour nous isoler. On essaye d'isoler JB d'un côté à Nantes, on essaye de m'isoler moi en disant de toute façon Denis Braille c'est un cas isolé. Mais non, c'est pas un cas isolé, parce que la justice l'a dit, c'est pas moi qui le dis. Et puis on essaye de mettre justement des fossés entre tout ça, et puis que les gens ne puissent pas communiquer. Et grâce à des lives ou au réseau, au partage qui pourrait être fait par l'intermédiaire de Police pour la vérité, par l'intermédiaire de Place à la démocratie, que j'oublie pas, avec Shakura, avec les camarades qui me suivent, qui m'aident tout le temps, tout le temps, tout le temps.
savoir que moi, j'interviens pour les suspendus, pour les syndicats, pour d'autres, et puis parce que c'est des causes que je crois justes. Donc, j'interviens pour ça. Et puis, à l'inverse, ben, il y a un retour, le côté humain. Et j'ai eu rencontré énormément de personnes, aussi bien médecins, soignants, infirmiers. Il y a des pompiers qui ont été suspendus. Il y a des kinés, enfin, il y a toutes sortes de choses. Voilà. Alors après, moi, ce que je vis, c'est une suspension plus pervers et plus insidieuse, puisque je suis toujours agent du service départemental d'incendie de secours du Doubs, officiellement, mais je suis sans salaire et sans droit à la retraite. Donc aujourd'hui, ben, j'ai 57 ans. S'il faut que j'aille jusqu'à 64 dans ces conditions-là, c'est juste impensable. Donc c'est pour ça que je me bats autant et c'est pour ça que j'ai saisi toutes les juridictions et euh, toutes les possibilités de faire ressurgir ce dossier. Si aujourd'hui j'avais tort, je pense que ça ferait longtemps que l'administration m'aurait déjà mis dehors, m'aurait déjà exclu de tout plein de choses. Mais là, ils préfèrent le faire de façon plus insidieuse pour m'inciter à aller retrouver mes copains plus vite que prévu. Et ça, je ne peux pas l'accepter et je ne l'accepterai jamais. Alors Isa, est-ce que tu as retrouvé le son? Parce qu'Isa a levé le doigt tout à l'heure. Donc du coup, je l'ai invitée dans le chat. En fait, ce n'était pas une question qu'elle voulait te poser, c'était plutôt un commentaire. Donc Isa, elle nous dit, quand on ne peut pas faire taire un agent par la justice, on l'assassine financièrement. Plus d'argent, plus d'avocats et des consignations à 5 000 €. Voilà, un bon petit résumé de ces dénis de justice et de ces comportements ignobles, quoi. Ouais. Et puis, malheureusement, c'est un contexte généralisé parce que la casse je vais intervenir sur la casse des services publics, que ce soit l'éducation, la poste, les services d'urgence, l'hôpital, les pompiers, j'en passe. Euh, Tout est fait pour détruire les services publics, tout est fait pour que on passe dans des phénomènes d'actionnaires, de choses. Et ça, au bout de ça, il y a des familles, il y a des enfants, il y a des choses qui se passent et on peut pas laisser passer ça. Et puis là, il serait, là, je vais aussi interpeller la conscience de tout le monde, parce qu'on est des usagers. On est des usagers de l'hôpital, on est des usagers de la poste, on est des usagers de l'école, on est des citoyens, mais usagers. Un jour ou l'autre, on va avoir besoin, pour une raison XY, de la poste pour acheminer nos courriers. On est bien content que la poste nous amène nos colis ou nous livre ce qu'il faut. Là, aujourd'hui, je prends l'exemple de la poste parce que il y a quelques jours, là, j'ai apporté un soutien qui est humble, mais qui correspond parce qu'il y a une des postes principales de Besançon qui va fermer le 2 décembre. Et là, aujourd'hui, les agents qui travaillent à la poste, là, ne savent pas où est-ce qu'ils vont aller le 2 décembre. Et le 2 décembre, c'est dans quelques semaines. C'est juste inadmissible. Mais la direction de la poste, c'est pas visiblement pas leur problème. Comme c'est pas le problème de la direction du SDIS 25 de savoir que je suis en disponibilité d'office depuis plus de 4 ans, que c'est tout à fait illégal, que c'est pas son problème non plus que le jugement du 4 juillet 2023 n'est pas respecté, que c'est pas son problème que je me retrouve dans une situation sans droit à la retraite. Aujourd'hui, je vais aller jusqu'au restant de mes jours sans retraite. Voilà. Donc, j'ai une décote telle, et en plus, la direction du SDIS, l'administration qui s'acharne à vouloir me réclamer plus de 39 000 €, malgré la condamnation du 4 juillet 2023. Aujourd'hui, voilà, on en est là. C'est pas le problème des directions, c'est pas le problème non plus de la direction. Le côté humain, on n'est que des chiffres, on n'est que des numéros, malheureusement, et la direction du CHU de Besançon ou de Trèves-Nord ou de Lons-le-Saunier,
c'est la même chose, parce que voilà, on ferme des services, on enlève des lits. Du CH de Dole, du centre hospitalier de Dole, qui sont fermés depuis plus de 2 ans, 3 ans maintenant. Il n'y a plus d'urgence. Voilà. Les services de proximité et d'urgence, ben là, ce coup-là, ça ne va pas être possible. Après, ben, il n'y a plus d'urgence, donc ben, c'est pas grave. Vous êtes à Dole, vous allez à Besançon. À Besançon, déjà, il manque de personnel, il manque de lits, et puis les services, ils explosent. Il y a des temps d'attente de 20, 24, 20, 30 heures dans les couloirs de l'hôpital. C'est juste intolérable. On est en 2024 en France, de voir que des services publics, l'hôpital, les services d'urgence et tout, ne fonctionnent plus. Ils explosent de partout et ça interpelle personne. Voilà. Ça, c'est une autre facette de mon combat parce que ça fait partie de le même état d'esprit. C'est-à-dire que ne veut jamais reconnaître les fautes inexcusables et préfère profiter. Voilà, on nomme des personnes à des postes hors des droits des agents, de ceux qui sont à la base. Et c'est ceux qui font tourner la boutique, comme on dit. Hein. C'est ça qu'il faut autre chose. Parce que s'il n'y a pas des femmes et des hommes qui faire le travail à l'hôpital, c'est les ASH, c'est les soignants, c'est des infirmiers, c'est des infirmières, c'est des médecins. S'il n'y a pas tous ces gens-là, ça ne marche plus. Hein. Voilà. Chez les pompiers, c'est pareil. Et là, j'en reviens à la vidéo de Cyril, quand on était en 2018 sur la place de la République, il le disait. Déjà en 2018, les manques d'effectifs dans les pompiers, le problème des départs qui sont assurés avec un manque de personnel. Un fourgon avant, ça partait à 6 ou 8, maintenant ça part à 4. Un fourgon d'incendie, ça part à 4. Mais le problème, c'est que, Cyril l'a bien dit, c'est que les deux qui manquent, ben, c'est les deux qui font la sécurité des 4 qui sont dans le feu. Voilà. Donc, ben, il arrive un moment, c'est pas possible. C'est pas possible d'entendre ça. Voilà. Et après, je ne sais pas s'il y a d'autres commentaires ou d'autres questions. N'hésitez pas, je suis à votre disposition parce que j'assume, comme vous le savez, j'assume mes propos. Je suis tout à fait conscient de ce que je dis. Et si j'ai avancé des noms et si j'ai avancé, je sais que j'ai des preuves. Et aujourd'hui, il faut que cette situation s'arrête. Et là, j'ai encore écrit à la Direction générale de la sécurité civile, au ministère. J'attends la nomination du prochain ministre de l'Intérieur, puisque c'est notre patron de tutelle. Et donc là, j'attends de voir ce qui va se passer, ce qui va être. Est-ce que ça sera le même? Est-ce que ça sera un autre ou une autre personne? À voir. Mais à savoir que je ne laisserai pas ça comme ça. Et à savoir que je passe dans quelques jours, donc le 2 octobre, au tribunal judiciaire de Besançon pour le premier appel le premier appel contre la première consignation de 5 000 €. Voilà. Donc j'attends de voir ce que le tribunal judiciaire va faire de cette situation, voir s'il va prendre en compte, si le magistrat qui va instruire mon dossier va prendre en compte le fait que je suis en disponibilité d'office, pas de salaire et pas de droit à la retraite, que je dois encore 39 000 € à l'administration et que j'ai demandé une exonération de consignation. Mais écoute, tu nous tiendras au courant de la décision qui va être prise et j'espère qu'elle sera en ta faveur, évidemment. Et il serait temps qu'une instruction judiciaire soit ouverte. Je crois que tu as toutes les preuves. Ils ne vont pas avoir une enquête criminelle à faire hein, parce que je crois que tu as déjà tous les documents, tout ce qui permet de matérialiser les infractions dont tu as été victime, dont tu es toujours victime. Donc voilà, il suffit juste que un magistrat accepte de prendre ton dossier sur son bureau et de poursuivre. Oui, de faire son boulot, tout simplement, de poursuivre des délinquants, parce que ce sont des délinquants, tout
simplement. C'est même plus que ça, c'est des assassins, parce que voilà, je ne reviens pas là-dessus, mais justement, ben là, je vais encore interpeller la conscience de M. Éric Vaillant, qui est procureur de la République à Grenoble, puisqu'il il a eu le courage et il a pris ses responsabilités en faisant des commissions rogatoires au sein de l'état-major, la direction du SDIS 38 et de la caserne de Cyril Minard, la dernière caserne de Cyril. Et il a mis en garde à vue Ben Kemoud, l'ancien directeur du SDIS 38. C'était le 29 mai dernier, il y a quelques jours, quelques semaines. Et il a mis aussi en garde à vue le médecin-chef du SDIS 38, preuve que ça existe, qu'il y a des choses. Quand un magistrat ou un procureur veut se donner la peine d'instruire les dossiers, c'est possible. Donc, je vous l'annonce et ça je vous le confirme, Monsieur Éric Vaillant, procureur de la République, a tout mon dossier, je lui ai tout envoyé. Et j'ai déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile à ce niveau. J'attends son retour, j'attends qu'il me dise ce qu'il compte faire de mon dossier. Et à savoir que quelques jours après, donc 48 heures après, il a mis en examen Ben Kemoun et le directeur, médecin-chef du SDIS 38 pour homicide involontaire pour le suicide de Cyril Minard. Donc aujourd'hui, on en est là. À savoir qu'il y a déjà des précédents parce que d'autres directeurs départementaux de SDIS, Soupraya Mestri dans le 64, avaient été suspendus pour des faits de harcèlement. Des directeurs de divers et variés ont été suspendus aussi, mais on n'en parle pas parce qu'il ne faut surtout pas en parler parce que ça fait scandale et puis les élus sont au courant. Donc, il y a déjà eu des précédents. Donc là, maintenant, aujourd'hui, moi je ne réclame pas la suspension des gens qui me veulent autant de mal. Je veux simplement que mes droits soient respectés. C'est juste ça. Maintenant, qu'ils soient condamnés ou pas, ça, c'est une autre chose. Mais par contre, pour le respect, le devoir de mémoire de Cyril Dédalin, il convient que maintenant, M. Vaillant, qui est procureur de Grenoble, aille au bout de la démarche. Bien, c'est parfait. Et puis ici, qu'il soit condamné, hein, s'il y a une plainte et qu'elle est juste, puisqu'ils ont mal agi, hein, ils ont participé à ruiner des gens, à les pousser au suicide. Ben, je suis désolée, cette infraction aujourd'hui, elle existe, hein, dans le code pénal, c'est pas vieux, donc qu'il soit puni, parce que quand tu prends la vie de quelqu'un, quand tu utilises on va dire le non-droit comme une arme, eh ben, tu dois être puni comme un criminel, effectivement. Donc, je ne sais pas si d'autres personnes parmi nous souhaitent prendre la parole avant qu'on mette un terme à notre conférence. Non, il n'y a pas de main qui se lève, même pour ne serait-ce que faire un commentaire. Pas forcément une question, parce que je crois que Denis, il a répondu à toutes les questions qu'on pouvait se poser, il me semble en tout cas. Écoute, Denis, si tu veux faire ta conclusion, et puis après, on mettra fin à la conférence. Alors, moi, je voulais quand même souligner tout ce qui vient de se passer. Il n'y a pas de hasard, c'est pas anodin. Aujourd'hui, si je me retrouve devant vous à vous parler en totale franchise et de façon directe et de façon spontanée, c'est parce que ça m'a profondément touché, ça m'a profondément blessé, qu'aujourd'hui, ma situation, elle est telle que je souhaite mon vœu le plus cher est que tous ces drames humains s'arrêtent et qu'on arrête de manquer de respect à des femmes et des hommes. Et donc, je vais finir par les slogans que j'affectionne parce que, bien sûr, je vous l'ai dit tout à l'heure, celui qui se bat peut perdre, celui qui ne se bat pas a déjà tout perdu. Les plus grandes batailles ne sont pas gagnées par les plus forts ni par les plus intelligents, mais par ceux qui n'abandonneront jamais. Et pour terminer, je vais reciter une strophe
poème Invictus qui a été remis en devant de la scène par Nelson Mandela. Invictus, c'est tu es le maître de ton âme, tu es et tu resteras le capitaine de ton destin. Invictus. Merci à toutes et à tous pour tous les commentaires, les soutiens. Merci à toute l'équipe de Police pour la vérité de m'avoir donné la parole, de m'avoir donné une visibilité. Et vous pouvez me trouver partout, sur tous les réseaux. Si vous savez comment me trouver, vous savez comment faire. Si vous avez et surtout, si vous avez un indice, une information concernant du harcèlement, concernant des malveillances, d'une direction, de quelque chose, ou quelqu'un qui ne va pas bien, n'hésitez pas, prenez contact, faites en sorte que la personne ne soit pas isolée, ne soit pas seule, pour qu'elle puisse se sortir dignement de cette situation. Il est important que nous soyons solidaires, bienveillants, et que tout le monde puisse ressortir grandi de ça, et qu'on puisse essayer de vivre dignement malgré tout ce qui peut être fait de par ailleurs. Merci à tous, merci à toutes. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. N'hésitez pas à donner des témoignages d'affection, des messages d'amour, de bienveillance envers des gens, même que vous ne connaissez pas. C'est important. Et je finirai pour dire que je vais continuer mon combat. Je vais continuer à me défendre. Je vais continuer à me battre. Grâce à vous, grâce à tout le monde. Et quelle que soit l'issue, ça sera, quoi qu'il en soit, positif de faire, de tenter d'empêcher que tous ces drames continuent à survivre. Merci à tous. Merci à toi, Denis. Que dire derrière tes paroles? Tu appelles à la solidarité, à la bonté, à la générosité, à la bienveillance. Et puis, pour tous ces professionnels qui ne travaillent pas bien, qui font du mal aux autres, moi, je les appellerai à respecter les serments qu'ils ont prêtés, à respecter leur code de déontologie, à respecter les valeurs pour lesquelles ils sont rentrés dans ces métiers où on est normalement les serviteurs du citoyen, les serviteurs de la personne la plus vulnérable. Et pour bien servir les gens qui ont besoin de nous, pompiers, policiers, gendarmes, militaires, eh bien, il faut déjà prendre soin de nous. Donc, ces gens qui sont dans la hiérarchie, ils doivent, eux, prendre soin de leurs effectifs pour que ces effectifs puissent prendre soin des citoyens. Merci beaucoup à tous. L'antenne de Police pour la vérité est à toi. Tu nous rappelles quand tu as des nouvelles, quand tu as besoin de t'exprimer, quand tu as besoin de visibilité. Et oui, on lâche rien. Merci à tous. À bientôt. Au revoir.